Li Fang est un journaliste indépendant qui écrit pour son propre Substack très populaire, lifang.substack.com. Auparavant, il était à The Intercept et The Nation, et je suis très enthousiaste à l'idée de parler avec lui aujourd'hui. Lee, merci beaucoup d'être ici. Salut Lee, ravi de te voir. Merci de m'avoir invité. Il y a quelques jours, le Times of Israel a annoncé que le ministère israélien des Affaires étrangères recevra un nouveau budget de 150 millions de dollars. Cela s'ajoute à ce qu'il reçoit déjà pour ses activités existantes de diplomatie publique, ou ce qu'il appelle diplomatie publique ou hasbara. Le Times note que cette somme est plus de 20 fois supérieure à ce qui a généralement été alloué à de tels efforts ces dernières années. Ils ont annoncé que ce nouveau budget se concentrera probablement sur les campus universitaires américains et que ces activités seront menées en coopération avec des groupes juifs américains et le ministère des Affaires de la diaspora, qui s'engagera dans ce qu'ils appellent des activités de conscience de masse. Le ministère israélien de la diaspora est une organisation sur laquelle vous avez passé beaucoup de temps à enquêter. Vous et Jack Poulson avez publié un article dans The Guardian cet été sur certains de leurs efforts. Alors, qu'est-ce que le ministère des Affaires de la diaspora? Quels sont leurs principaux objectifs? Et quelles ont été certaines de leurs réalisations majeures dans ce que le ministère de la diaspora appelle lui-même des activités de conscience de masse? Eh bien, permettez-moi de revenir en arrière et de dire qu'il y a eu un effort depuis 2017 au sein de divers ministères du gouvernement israélien pour aller au-delà du budget traditionnel des relations publiques du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien, depuis très longtemps, comme vous l'avez mentionné, a dépensé de l'argent en relations publiques, en publicité, en vendant l'histoire israélienne aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays, pour repousser les critiques et promouvoir les affaires israéliennes, la diplomatie, leur point de vue, et pour améliorer la perception du pays auprès de divers publics. Maintenant, il y a eu une discussion parmi certains des alliés de Benjamin Netanyahu, selon laquelle cela ne va pas assez loin. En 2017, il y a eu un effort de relations publiques clandestin. À l'époque, cela a subi tellement de changements de nom qu'il est un peu difficile de le désigner ici. Mais nous l'appellerons Voix pour Israël, car il s'appelait initialement Tel Shlomo. Il a changé de nom plusieurs fois. Il a finalement été décrit comme un concert. C'est maintenant Voix d'Israël. Il était initialement abrité au sein d'un ministère appelé le ministère des Affaires stratégiques. C'était un très petit ministère, dirigé par des responsables du renseignement militaire. Et ils ont essentiellement déclaré qu'ils voulaient une unité de commando de relations publiques stratégiques qui opérait de manière clandestine. Donc, vous savez, ils allaient aux États-Unis et finançaient des groupes alliés de manière secrète pour faire pression en faveur de lois anti-BDS. Ils aident essentiellement à promulguer des lois qui rendent illégal pour certains entrepreneurs américains et entités gouvernementales américaines de soutenir des manifestations non violentes contre les politiques israéliennes à l'égard des Palestiniens. Ils intervenaient et travaillaient avec divers groupes pour combattre ce qu'ils appellent la délégitimation, pour attaquer les militants pro-palestiniens. Cela a été controversé en Israël, car le groupe finançait également des journaux israéliens et participait aux débats internes. Cette organisation, Voices for Israel, a été transférée à différents ministères. Elle est passée du ministère des Affaires stratégiques au ministère des Affaires étrangères et a finalement atterri au ministère des Affaires de la diaspora. Avançons maintenant jusqu'au 7 octobre. Dans les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas le 7 octobre, il y a eu une discussion à la Knesset pour relancer Voice for Israel.
C'est un peu notre histoire, mon histoire avec Jack Paulson. Il y a eu un effort secret pour raviver Voice for Israel, pour l'infuser à nouveau avec des millions de dollars et pour le déployer afin de s'engager, encore une fois, dans ces stratégies de relations publiques secrètes axées sur les États-Unis, les campus universitaires et sur la façon de façonner le débat au Congrès. Il semble que cela ait également joué un rôle dans la législation récemment adoptée qui codifie la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. C'est une toute nouvelle définition de l'antisémitisme qui va au-delà de la discrimination ou de la haine envers les Juifs. Cela tente essentiellement de redéfinir le terme antisémitisme pour inclure certaines critiques sévères d'Israël. Si vous qualifiez Israël d'État raciste, cela est désormais défini comme de l'antisémitisme illégal, comme une forme illégale de discrimination. Vous pouvez qualifier n'importe quel autre pays dans le monde, y compris les États-Unis, de raciste. Et il n'y a rien dans la loi américaine qui dit que c'est illégal. C'est une forme de liberté d'expression. Mais il y a cette tentative concertée de la part de groupes pro-israéliens, certains d'entre eux soutenus par cette entité Voices for Israel, de changer la définition et de réprimer, en quelque sorte, certaines formes de discours anti-israéliens ou critiques envers Israël. Je veux donc décomposer cela, en commençant par ce que vous avez mentionné à propos de l'engagement sur les campus américains. J'ai beaucoup entendu parler au cours de l'année écoulée de l'influence du Hamas sur les campus ou de l'influence de l'Iran sur les campus. Certains de ces groupes que vous avez mentionnés, qui sont liés au gouvernement israélien ou font partie du gouvernement israélien, comme Concert dirigé par le ministère des Affaires stratégiques, existent depuis de nombreuses années et se sont engagés dans toutes sortes d'efforts, tels que la législation anti-BDS ou s'opposant aux groupes favorables au BDS sur les campus, les surveillant et les censurant. Combien d'argent le gouvernement israélien investit-il dans les campus américains et dans quel type d'activités sont-ils impliqués là-bas? Eh bien, nous ne connaissons pas toute l'étendue du financement. Nous voyons certains appels d'offres publics. Vous savez, nous avons vraiment reconstitué l'histoire à travers une variété de documents, dont beaucoup sont des documents du gouvernement israélien, publiés dans des coins du web pas très connus, mais néanmoins publics. Nous savons que dans les environ 7 premiers mois, après le 7 octobre, il y a eu une injection d'environ 8,2 millions de dollars pour relancer Voice for Israel, ou Concert, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Et nous savons que ce groupe a été allié à un certain nombre de think tanks et d'organisations aux États-Unis. Et il y a beaucoup de chevauchements. Certains des membres du personnel qui aident à mettre en place Voices for Israel se chevauchent avec certains groupes américains qui ont été très actifs dans ce débat. L'un de ces groupes est l'ISGAP, l'Institut pour l'étude de l'antisémitisme mondial et des politiques. Ce groupe a rencontré presque mensuellement des membres du Congrès. En fait, au début de l'année 2024, ils étaient à une collecte de fonds et se sont attribués le mérite de l'audition au Congrès en décembre 2023, au cours de laquelle les républicains de la Chambre ont interrogé les dirigeants d'universités prestigieuses, comme l'Université de Pennsylvanie et l'Université Harvard, les accusant de favoriser l'antisémitisme ou la haine anti-juive. Et dans ce genre de moment, cela a conduit à la démission de Claudine Gay, la présidente de Harvard, et a entraîné beaucoup de réactions négatives contre ces collèges d'élite. ISGAP, ce groupe historiquement financé par Voices for Israel, ayant partagé la direction avec des ministres du gouvernement israélien et des dirigeants politiques, s'est attribué le mérite de ce coup de communication, car ils ont déclaré avoir fourni aux membres du Congrès leurs recherches avec leur financement. Ils avaient en quelque sorte joué un rôle de jujitsu,
Plutôt que de parler de l'influence du gouvernement israélien, ils avaient financé des rapports. Encore une fois, il s'agit d'un groupe historiquement financé par le gouvernement israélien qui a affirmé, sans vraiment de preuves, que la raison pour laquelle les jeunes, à travers le pays, en particulier sur ces campus universitaires, manifestaient en faveur des droits humains des Palestiniens et qu'ils craignaient qu'il y ait des massacres en réponse à l'attaque du Hamas du 7 octobre, était parce qu'ils étaient manipulés par l'Iran. Maintenant, des preuves de cette affirmation n'ont pas encore émergé. Beaucoup de gens enquêtent là-dessus. C'est certainement possible, mais ça n'a pas été prouvé. Mais ce qui a été prouvé, c'est qu'il y a de l'argent venant du gouvernement israélien finançant ce groupe de réflexion, ISGAP, qui a ensuite coordonné ces auditions au Congrès, les alimentant avec des recherches et mettant plutôt l'accent sur ces personnes. Je veux vous poser une question sur un aspect différent de la censure. Vous avez travaillé sur les fichiers Twitter, révélant comment des factions politiques puissantes comme Big Pharma ont coordonné avec les grandes entreprises technologiques pour censurer et supprimer leurs plus grands critiques. Et comment le Pentagone a collaboré avec les grandes technologies de manière similaire pour censurer, mettre sur liste noire et blanche. Vous avez également révélé comment le DHS a collaboré avec des entreprises psychologiquement pour contrer ce qu'ils appelaient de la désinformation autour des élections de mi-mandat de 2022. Vous avez donc été un observateur de longue date de ce qui est vraiment devenu cette large tentative en Occident par des factions puissantes de contrôler et de surveiller Internet. Cela a vraiment été un grief conservateur sous l'administration Biden, et beaucoup à droite se sont ralliés autour de cela, proclamant leur croyance en la liberté d'expression. Dans quelle mesure le ministère israélien de la diaspora s'engage-t-il dans ces mêmes tactiques de censure que j'ai entendu les conservateurs dénoncer au cours des 4 dernières années? L'argument sous-jacent à toutes les demandes de censure, qu'elles viennent de la gauche ou de la droite, est qu'il y a une tentative de protéger l'intérêt public, que le discours inflammatoire ou tout type de discours partisan ou extrême nuit aux gens, que la désinformation électorale est dangereuse pour la démocratie, que le discours de haine nuit aux communautés vulnérables. C'est ce que vous voyez généralement de la part des groupes de gauche qui tentent de justifier la censure sur les réseaux sociaux. Eh bien, la même dynamique entre en jeu avec les groupes israéliens qui tentent de censurer les réseaux sociaux. Il existe un certain nombre de relais du gouvernement israélien, y compris un groupe dont Harry Berger et moi avons beaucoup écrit, Cyberwell. C'est une organisation formée à partir du renseignement militaire israélien qui partage beaucoup de personnel et de membres avec Voices of Israel et le ministère des Affaires de la diaspora. Ils ont créé leur propre ONG pour aider à conseiller les grandes plateformes de médias sociaux, TikTok, Twitter, Facebook et d'autres, sur la modération du contenu. Et ils avancent le même argument selon lequel certaines formes de discussion autour de la guerre Israël-Hamas, la guerre à Gaza et certaines affirmations sur le conflit sont des formes dangereuses d'antisémitisme qui vont nuire aux gens. Par conséquent, les plateformes de médias sociaux doivent supprimer en masse, suspendre en masse ou modérer le contenu en fonction de leurs exigences. Ils prétendent que le simple fait d'utiliser le terme sioniste est une insulte. Cyberwell a publié des rapports faisant pression sur TikTok, affirmant essentiellement que quiconque conteste l'affirmation selon laquelle 40 bébés ont été décapités et tués au début de l'attaque du Hamas se livre à de l'antisémitisme et à de la haine anti-juive. Même si les médias grand public et à peu près tous les observateurs neutres de ce conflit ont démystifié ce mensonge. Je veux dire, il y a eu des atrocités commises par le Hamas, mais ce n'en était pas une. Le meurtre de 40 bébés.
En résumé, ce sous-traitant du renseignement israélien, qui se présente comme une ONG de bon gouvernement, simplement là en tant que conseiller neutre pour façonner les politiques de modération sur les réseaux sociaux, prend une fausse nouvelle, une information complètement fausse, de la désinformation, et la transforme en sagesse conventionnelle qui censure les personnes tentant de dire la vérité sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Ils ont donc été incroyablement influents. Ils sont les partenaires d'information de confiance conseillant TikTok et ils ont contribué à façonner les politiques de Facebook. C'est donc vraiment le même scénario, consistant à prétendre un préjudice public, à prétendre qu'il protège l'intérêt public contre des informations dangereuses, s'insérant dans l'élaboration des politiques de modération de contenu et façonnant ensuite ce que nous sommes autorisés à voir sur Internet. Nous avons vu cela de la part d'entités gouvernementales financées par le département de la sécurité intérieure. Nous l'avons vu de l'industrie pharmaceutique. Maintenant, nous le voyons de la part du gouvernement israélien. Et la véritable différence ici est simplement le retournement partisan, où les démocrates et les libéraux ont eu tendance à soutenir certaines des formes précédentes de censure que nous avons vues sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous voyons ceux de droite et certains républicains soutenir cette forme de censure, même si c'est de mauvaise foi, même si cela censure en réalité des informations correctes et véridiques sur Internet. Vous avez donc mentionné que le ministère de la Diaspora fait pression sur Meta et TikTok pour interdire certains mots et expressions, comme la branche de Voices for Peace, qui fait pression sur TikTok et Meta pour qu'on ne puisse plus dire sioniste dans certains contextes. Et ils ont réussi. Ils ont fait adopter de nouvelles politiques sur les discours de haine. Donc, si vous étiez un citoyen américain, quelles sont certaines des choses que vous n'êtes plus autorisé à dire en ligne à cause de ces efforts de lobbying? Vous en avez mentionné une. Mais aussi, pourquoi ce groupe a-t-il eu autant de succès aux États-Unis? Pourquoi le Congrès est-il si réceptif à ces efforts de censure étrangers? Et pour conclure, dans vos recherches sur la censure, avez-vous déjà rencontré un gouvernement étranger qui a eu autant de succès à influencer les politiques de liberté d'expression en Amérique? Non, je pense que de nombreux groupes d'intérêts spéciaux et entités gouvernementales tentent de manipuler ce que nous pouvons lire et ne pas lire sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je veux dire, c'est comme ça que nous recevons toutes nos informations. Vous savez, c'est très différent d'il y a seulement 10 ans, 20 ans maintenant, surtout après la pandémie. La grande majorité des Américains reçoivent leurs informations de leur smartphone, des réseaux sociaux. Nous ne regardons plus la télévision. Nous ne lisons plus le journal papier. Donc, si vous pouvez influencer ce qui est autorisé et non autorisé sur les plateformes de réseaux sociaux, cela vous donne beaucoup de pouvoir. De nombreux groupes d'intérêts différents, de nombreuses entités gouvernementales différentes tentent de le faire. Peu sont aussi réussis que le gouvernement israélien. Nous avons constaté, et c'est principalement Jack Poulson et moi qui faisons ce reportage, mais une exception est le New York Times. Le New York Times, au début de 2024, a découvert un botnet étranger qui avait inondé les réseaux sociaux avec des milliers de faux comptes Twitter, utilisant l'intelligence artificielle pour créer de faux dialogues, utilisant des deepfakes pour créer de fausses personnes, de faux avatars, et il poussait constamment des calomnies anti-musulmanes, puis tweetait et envoyait des messages Facebook aux membres démocrates du Congrès pour les inciter à soutenir le point de vue israélien sur la guerre israélo-Hamas à Gaza. Et il s'avère que cela a été fait par une agence de relations publiques qui avait été engagée par le ministère des Affaires de la Diaspora.
Ainsi, le ministère des Affaires de la Diaspora, en plus d'entretenir cette relation étroite avec Cyberwell, cette ONG gouvernementale qui façonne les politiques de modération de contenu sur diverses plateformes de médias sociaux, sème également le contenu que nous voyons avec de fausses activités et de faux utilisateurs qui tentent de donner l'impression de conversations authentiques en soutien à Israël. Ce qui distingue Israël de nombreux autres gouvernements qui tentent de faire cela, c'est qu'ils ne sont pas le seul gouvernement à tenter de le faire. Nous avons vu des botnets étrangers de Russie, de Chine et d'Iran. Même le gouvernement thaïlandais l'a fait. En général, ces botnets et ces tentatives d'influencer les législateurs et les politiciens américains sont fermés par le ministère de la Justice et les grandes plateformes de médias sociaux. Ils sont étudiés par le FBI. Ils sont alertés par des membres du Congrès. Nous avons des auditions au Congrès discutant du danger de l'influence étrangère. Ce qui est différent ici, c'est qu'il semble y avoir une exception pour Israël. Nous ne voyons pas d'enquête du ministère de la Justice sur l'influence étrangère. Nous ne voyons pas nos législateurs en parler. Nous ne voyons pas la plupart de la presse grand public, à l'exception de cet article du New York Times, examiner de manière critique l'une de ces questions. Cela nécessite peut-être une conversation plus longue sur la relation entre le lobby israélien et le gouvernement américain et la culture américaine. Mais pour une raison quelconque, il y a une sorte d'exception pour Israël. Il n'y a pas le même niveau de surveillance. Merci beaucoup d'être ici et de nous aider à mettre à jour cette histoire. C'est une histoire très importante et j'espère que les gens iront soutenir votre journalisme, qu'ils peuvent trouver sur lifeng.substack.com. Merci de m'avoir rejoint. C'était une excellente conversation. Je vous apprécie.